Dakar. 6h45. La lumière orangée du matin s'étire doucement sur les murs blanchis à la chaux des maisons, caresse les trottoirs poussiéreux, et s'infiltre entre les ruelles encore endormies du quartier de Wakam. L'air est tiède, parfumé d'un mélange de bissap, de pain chaud et d'iode venus de l'océan tout proche. Ndé Diop ajuste le foulard ivoire qui encadre son visage. Elle aime cette heure où la ville n'est pas encore tout à fait éveillée, où chaque pas résonne comme une confidence. Elle porte toujours la même robe bleu marine les lundis, non par superstition, mais parce qu'il a déjà regardé 2 fois avec cette robe. 2 fois où ses yeux ont glissé sur elle, furtifs, timides, mais assez longs pour troubler son cœur. Elle passe devant la boutique du vieux Serigne, qui ouvre toujours un peu trop tôt, puis salue la gardienne de l'immeuble au coin de la rue. À chaque carrefour, elle ralentit, son cœur battant un peu plus fort, comme s'il allait annoncer quelque chose. Et puis, elle arrive à l'endroit précis. Là, juste à l'ombre d'un manguier noueux, il est souvent là. Malik Kane, photographe indépendant, toujours une bandoulière en toile passée en travers du torse, son appareil battant contre sa hanche comme une arme discrète. Il a ce charme un peu sauvage de ceux qui vivent entre 2 mondes, celui des images et celui des silences. Une barbe de quelques jours, des yeux sombres, une peau d'ébène, et une manière de scruter le monde comme s'il cherchait sans cesse un détail invisible aux autres. Ndé ne lui a jamais parlé. Pas encore. Mais depuis des semaines, un rituel s'est installé. Un regard. Un sourire. Parfois un hochement de tête. Et ce frisson qu'elle ressent jusqu'au bout des doigts chaque fois qu'ils se croisent. Elle ne sait rien de lui, si ce n'est qu'il fume des cigarettes roulées qu'il cache derrière son oreille gauche, qu'il observe souvent les enfants jouant à la marelle près de l'école, et qu'il aime capturer le monde sans se faire remarquer. Ce matin-là, pourtant, il est là plus tôt que d'habitude. Il ne prend pas de photos. Il regarde dans sa direction. Et quand elle passe devant lui, il fait un pas. Elle sent son cœur rater une mesure. Mademoiselle. Sa voix est grave, douce, comme du bois poli. Elle s'arrête, le cœur suspendu. Vous êtes toujours aussi pressé? Elle sourit, surprise. Sa voix, elle tremble un peu quand elle répond. Seulement quand je suis en retard pour l'école. Alors je devrais peut-être venir plus tôt. Pour vous retenir, juste un instant. Silence. Le monde autour semble ralentir. Même le klaxon d'un taxi paraît lointain, filtré par l'émotion. Je m'appelle Malik, dit-il enfin, tendant la main. Elle hésite une seconde. Puis elle la serre. Sa peau est chaude, un peu rugueuse. Comme s'il avait touché 1000 vies. Ndé, souffle-t-elle. Ce matin-là, il ne lui demande pas son numéro. Il ne fait aucune promesse. Mais dans leurs yeux, il y a quelque chose de silencieux et puissant. Un accord tacite. Une histoire prête à éclore. Sur le chemin de l'école, Ndé a l'impression de flotter. Chaque enfant qu'elle croise, chaque cahier qu'elle corrige plus tard dans la matinée, lui semble plus léger, plus vivant. Elle sait qu'elle va le revoir. Elle ne sait pas encore que cette rencontre changera tout. Et que ce parfum d'attente, si doux ce matin-là, finira par lui brûler le cœur. Leur idylle éclot comme un feu d'artifice dans le ciel tranquille de décembre. À Dakar, les nuits sont plus longues, les rues s'illuminent de guirlandes colorées suspendues entre les lampadaires, et les enfants répètent des chants de Noël. Ndé et Malik, eux, vivent dans une bulle. Chaque soir, après l'école, elle le retrouve à l'ombre d'un baobab, près du marché aux poissons. Là, il parle, il rêve à voix haute, et elle l'écoute, le cœur grand ouvert. Malik ne possède pas grand-chose, mais il a les mots. Des mots qui brûlent, qui rassurent, qui transportent pointés sur tout, il écrit. Des lettres. De longues lettres d'amour, d'une écriture penchée, nerveuse, parfois tachée d'encre ou de café. Il les glisse sous sa porte, les lui remet en main propre, ou les dépose dans un livre de poésie qu'elle lit à la pause. Ndé. Quand je pense à toi, j'ai le sentiment d'être devant une fenêtre grande ouverte sur un monde plus doux. Tu es mon encre, mon étoile du matin, celle qui rend ce pays un peu moins dur. Je ne veux plus vivre sans te dessiner un avenir, à travers mon art, à travers nous. Je veux t'emmener à Paris. Là où mes photos pourront enfin respirer. Là où je pourrai t'offrir une vie digne de toi. Elle relit ses lettres des dizaines de fois. Les plis deviennent usés, les mots plus familiers que sa propre voix intérieure. Et peu à peu, Ndé s'abandonne. Il parle d'amour, mais surtout d'avenir. De projets. D'une grande exposition à venir à Paris, une galerie qui lui a donné une chance. Il n'a pas les fonds. Mais il a un rêve. Et elle veut croire. Alors elle s'engage. Elle parle à sa mère, à ses sœurs, avec des étoiles plein les yeux. Elle dit qu'elle va se fiancer. Que Malik est différent. Qu'il a des ambitions, qu'il l'aime.
Tu n'as même pas rencontré sa famille, Ende, lui murmure une tante, un soir, inquiète. Mais elle sourit. L'amour rend sourde parfois. Et aveugle aussi. Elle commence à vendre ses bijoux. D'abord un collier en or hérité de sa grand-mère. Puis une paire de boucles qu'elle réservait pour ses fiançailles. Malik refuse d'abord. Il dit ne pas vouloir de son argent. Mais il finit par céder, à demi-mot. C'est un investissement, dit-il. Notre avenir. Tu ne le regretteras pas. Et elle le croit. Parce qu'elle l'aime plus qu'elle ne s'aime elle-même. Les mois de décembre glissent sur eux comme du miel tiède. Chaque jour, il parle de Paris avec plus d'intensité. Il évoque Montmartre, la Seine, les galeries bohèmes du Marais. Il lui promet qu'elle y marchera à son bras, que ses élèves recevront des cartes postales de la Tour Eiffel. Il lui dit « Tu seras ma muse ». Mais derrière les mots, une ombre. Minuscule. Fugace. Quelque chose d'indéfinissable dans son regard, certains soirs. Une fatigue qu'elle n'arrive pas à nommer. Une distance, parfois, après l'amour. Une nuit, elle trouve une lettre différente. Froissée. Inachevée. Je n'ai pas encore tout dit à Ende. Je ne suis pas prêt. Elle croit trop en moi. Peut-être trop. Elle la lit, le souffle coupé. Puis elle la brûle. Comme si, en réduisant le papier en cendres, elle pouvait effacer le doute. Mais le feu, une fois allumé, ne s'éteint pas si facilement. Il était parti un matin de janvier, le regard chargé d'ambition, le pas léger malgré la vieille valise en cuir râpé. Ende l'avait accompagné jusqu'à l'aéroport Blaise Diagne. Il l'avait serré contre lui si fort qu'elle avait cru sentir ses côtes craquer. Ceci, c'est juste le début. Il avait dit cela avec un sourire tendre, les yeux brillants. Elle avait versé une larme, une seule, puis l'avait regardé disparaître derrière la vitre-point. Son cœur battait d'espoir. Ses bijoux n'étaient plus là, mais son rêve, lui, prenait enfin l'avion. Au début, il appelait tous les soirs. Il racontait Paris sous la pluie, les métros bondés, la galerie qui attendait de voir les tirages finaux. Il lui disait de ne pas s'inquiéter, qu'il dormait chez un ami, qu'il économisait. Mais peu à peu, le silence s'installa. D'abord, il sauta un appel. Puis deux. Ensuite, ce furent des réponses brèves, des messages écrits à la va-vite. Je suis débordé. Je t'appelle plus tard. Problème de réseau. Ende attendait, chaque soir, le téléphone posé sur sa poitrine, allongé dans le noir, l'écran allumé, les yeux grands ouverts. Elle ne dormait plus vraiment. Elle rêvait éveillée, inventant des excuses à ses absences. Peut-être qu'il était malade? Peut-être qu'on l'avait volé? Peut-être qu'il travaillait si dur pour eux qu'il n'avait plus de temps pour lui? Mais la voix du doute, celle qu'elle avait brûlée avec cette lettre inachevée, revenait frapper à sa porte-poing. Alors elle se mit à chercher. Elle appela son cousin, qui vivait à Lyon. Rien. Elle envoya un message à une amie de Malik, une certaine Rama. Pas de réponse. Elle tapota son nom sur Facebook, sur Instagram. Rien de nouveau. Jusqu'à un soir. Il faisait chaud, l'air était lourd, presque étouffant. Assise sur son lit, les volets entr'ouverts, Ende scrolla mécaniquement le fil d'actualité d'un ami commun. Et soudain, son cœur s'arrêta. Une photo. Malik. Costume noir. Node papillon. Un sourire éclatant. Sa main dans celle d'une femme blonde, grande, élégante, robe crème aux dentelles fines. Derrière eux, une mairie. Sur la légende, des mots simples, tranchants comme des lames de rasoir. Pour toujours, Inès et Malik. Marius. Le monde s'effondra dans un silence brutal. Le téléphone lui glissa des mains. Le souffle se coupa. Son cœur explosa sans bruit. Elle relut encore. Et encore. Elle chercha une explication. Une blague. Une mise en scène. Mais les commentaires étaient là, les félicitations, les émojis, les cœurs, les amis tagués. Tout était réel. Cruellement real. Alors elle hurla. Un cri venu de ses entrailles, un cri d'animal blessé, trahi, dépouillé. Un cri qu'aucun mot n'aurait pu contenir. Elle jeta la photo qu'il lui avait offerte contre le mur. Les lettres, ces lettres qu'elle avait en relu, elle les déchira une à une, les mains tremblantes, jusqu'à ce qu'il n'en reste que des miettes d'amour au soleil. Et puis, elle s'effondra. Lentament. Silencieusement. Car ce qui fait le plus mal, ce n'est pas de perdre quelqu'un. C'est de découvrir qu'on ne l'a jamais vraiment eu. Mars. Le soleil est plus cruel cette année. Il brûle sans chaleur. Il éclaire sans douceur. Depuis cette nuit maudite, Ende n'est plus tout à fait elle-même. Elle enseigne mécaniquement,
corrige les cahiers comme on rature une vie, vit chaque jour comme une survivante. Le monde lui paraît plus flou, comme un rêve épuisé au matin. Les rires de ses élèves sonnent creux, et même les prières de sa mère ne parviennent plus à apaiser le tumulte en elle. Elle a coupé les ponts avec tous ceux qui lui rappelaient Malik, supprimé son numéro. Bloqué son profil. Jeté ce qui restait. Elle pensait avoir fermé la porte. Mais certains fantômes savent tourner les poignets. Un dimanche matin, alors qu'elle revient du marché, les bras chargés de légumes, elle le voit. Malik. En chair. In os. Debout devant sa porte. Plus mince. Plus pâle. Mais là. Ende, s'il te plaît. Elle reste figée. L'espace d'une seconde, le monde tourne à l'envers. Elle sent son cœur se débattre dans sa poitrine comme un oiseau paniqué. Elle veut le gifler. Le chasser. Le faire disparaître. Mais ses jambes refusent de bouger. Je peux expliquer, dit-il, d'une voix brisée. Elle ne dit rien. Elle ouvre. Elle le laisse entrer. Il parle. Longtemps. Trop longtemps. C'était un mariage arrangé. Juste pour les papiers. Une formalité. Un accord. Son père est avocat, influe. Il m'a aidé à exposer à Paris, en échange de ce mariage administratif. Mais ce n'est rien. Je n'ai jamais couché avec elle. Je t'aime, toi. Il fallait que je revienne. Te voir. M'excuser. Me faire pardonner. Il tremble. Il pleure. Il pose un genou au sol. Il prend ses mains, y déverse ses mots, ses sanglots, ses suppliques. Et Ende vacille. Elle veut lui hurler qu'il ment. Qu'elle a vu ses photos de lune de miel. Qu'on ne tient pas une femme comme il tenait Inès. Juste pour des papiers. Mais elle n'y arrive pas. Parce qu'au fond, une part d'elle veut croire. Croire qu'elle n'a pas été trompée. Qu'elle n'a pas tout perdu. Que ce feu dans sa poitrine n'a pas brûlé en vain. Elle ferme les yeux. Elle pense à leurs premières lettres. À ses mains chaudes. À ce qu'ils auraient pu être. Et elle flanche. Il se revoit, en cachette. D'abord une fois. Puis deux. Puis tous les soirs. Il revient chez elle comme une drogue, une habitude toxique mais irrésistible. Il l'embrasse comme avant. Il murmure les mêmes mots. Et chaque baiser devient un clou de plus planté dans la planche bancale de ses illusions. Ses amis l'avertissent. Sa sœur lui crie dessus. Même sa mère lui lance un regard triste, résigné point mais Ende ne répond plus. Elle s'accroche à son rêve comme on s'accroche à une branche au-dessus du vide. Car parfois, le mensonge est plus doux que la vérité. Et Ende, malgré la brûlure, choisit le miel empoisonné plutôt que le vide de l'absence. C'était un matin doux, presque trop calme. Le genre de matin où la ville semble retenir son souffle. Ende se leva avec le vertige au ventre. Depuis quelques jours, elle se sentait différente. Fatiguée. Le cœur instable. Les sens à vif. Elle croyait au début que c'était la douleur, les nerfs, le contre-coup de tout ce chaos intérieur. Mais un retard de règles. Puis deux. Elle acheta un test, seule, discrètement. Elle le fit un dimanche matin, alors que la rue dormait encore pointée quand les deux traits roses sont apparus. Elle eut un hoquet. Pas de joie. Pas encore. Pas de peur non plus. Un silence. Brutal. Dense. Elle était enceinte. Elle resta là, assise sur le rebord de sa baignoire, les genoux serrés, les mains tremblantes. Le test entre les doigts. L'esprit figé. Le premier nom qui surgit dans son cœur fut Malik. Pas papa, pas enfant, mais lui. Comme si, même dans cette vie à naître, tout tournait encore autour de cet homme devenu centre et cyclone à la fois. Elle mit 3 jours à lui dire. Ils étaient chez elle. Il avait cuisiné du thieboudienne, maladroitement, comme pour rattraper une vie d'absence. Il parlait d'ouvrir une galerie à Dakar, de repartir de zéro, cette fois pour de bon. Et entre deux rires, elle glissa. Malik, je suis enceinte. Le silence tomba comme une nappe d'eau glacée. Il posa sa cuillère. La regarda. Son visage se vida d'expression. Elle crut qu'il allait fuir. Qu'il allait dire quelque chose de terrible. Mais il se leva. Lentement. Et il tomba à genoux devant elle. Je t'ai fait ça? Sa voix se brisa. Il pleura. Comme un enfant. Je vais tout quitter. Inès. Paris. Les mensonges. Cette fois, je change. Je suis à toi, Ende. À vous deux. Je vous jure, je vais être un homme. Un père. Tu verras. Tu ne seras plus jamais seul. Elle ne répondit pas. Les mots, elle en avait trop entendu. Mais elle le laissa pleurer dans son giron.
Elle le serra contre elle crut. Encore. Il recommença à lui écrire. Des lettres, comme au début. Des mots doux, maladroits parfois, mais qui réveillaient l'espoir. Il dormait chez elle plus souvent. Il lui préparait des infusions. Il caressait son ventre encore plat avec une tendresse qui semblait vraie. Mais, chaque nuit, ou presque, il recevait des appels qu'il refusait de prendre. Toujours après minuit. Toujours avec ce même geste brusque, il sortait du lit, attrapait son téléphone, et partait sur le balcon. Il murmurait. Ou ne répondait pas. Ou coupait l'appel d'un doigt nerveux. Quand elle lui demandait « C'est qui ?», il répondait « Un photographe. Un projet à Paris. Rien d'important. » Et elle ne posait pas plus de questions. Pas encore. Elle ne voulait pas briser ce qu'elle venait à peine de reconstruire. Mais les appels devenaient plus fréquents. Et certains soirs, il revenait du balcon avec les yeux rouges, l'air coupable, fuyant point le doute, une fois encore, revenait gratter à la porte. Mais cette fois, il y avait un enfant dans son ventre. Et ça changeait tout. Ou du moins, ça compliquait tout. Le 6e mois de grossesse de Ndé coïncidait avec le retour de l'harmattan. Un vent sec et poussiéreux soufflait sur Dakar, érodant les rues, fatiguant les visages. Mais rien n'était plus desséché que son cœur désormais en suspens. Malik était toujours là. Il l'aidait à choisir les prénoms, massait ses chevilles, préparait des bouillies de mil, mais les appels nocturnes continuaient. Elle les avait acceptés, au début. Par amour. Par fatigue. Mais son instinct, ce 6e sens que seules les femmes blessées connaissent, ne dormait plus. Puis un matin, un message. Anne Canoe. Numéro français. Je suis à Dakar. Je veux te parler. Juste toi et moi. Malik nous ment à toutes les deux. Inès. Ndé resta pétrifiée quelques secondes. Puis elle relut. Puis elle répondit. Demain. 15 heures. Café La Brise, plateau. Elle n'en parla pas à Malik. Elle ne dormit pas la veille. Elle marcha jusqu'au café en sentant chaque battement de son cœur cogner dans son ventre. Inès était déjà là. Grande. Élégante. Fière. Belle, même dans sa colère. Elle portait un manteau beige, malgré la chaleur, et une robe fluide qui ne laissait aucun doute. Elle aussi était enceinte. Elles se fixèrent quelques secondes. Puis s'assirent. Le serveur, mal à l'aise, apporta 2 jus de bissap. Et Inès parla. « Je ne suis pas venue pour me battre, Ndé. Je suis venue pour qu'on arrête de se faire du mal. » Pour rien point elle sortit une enveloppe. Des copies de billets d'avion. Des photos. Des captures d'écran. Et surtout, une échographie datée de 2 mois. « Il ne t'a jamais quitté, c'est ça ?» murmura Ndé. Inès hocha la tête. « Jamais. Quand il t'a dit qu'il quittait tout pour toi, il dormait encore avec moi. Il disait que tu étais une erreur. Un accident. Il me disait que tu t'accrochais, que tu faisais un chantage affectif. Il m'a promis qu'il allait te laisser tomber dès que tu accoucherais. » Ndé sentit ses entrailles se tordre. Pas à cause de la grossesse. À cause de la véracité froide de cette autre femme. Mais Inès ne s'arrêta pas là. « Je ne suis pas là pour le récupérer. Je ne veux plus de lui. Je veux qu'il soit responsable. Des 2 enfants. Pas en joueur. Pas en lâche. Tu comprends ? » Le silence les enveloppa. 2 femmes. 2 ventres. Un homme. Un pacte de barra se forma, fragile, tronchant. Tu vas le quitter ? Demanda Inès. Je vais l'obliger à choisir. Ndé parlait d'ausement. Chaque mot pesait une tonne point mais au fond, une vérité plus douloureuse germait. Elle savait déjà qu'il n'avait jamais vraiment choisi. Il avait tout simplement tout pris. Quand elle rentra chez elle ce soir-là, Malik était là, comme d'habitude, en train de réparer un vieux ventilateur. Il leva les yeux, sourit. « Tu étais où ?» Avec Inès. Le sourire se figea. Il pâlit. Il voulut parler. Mais cette fois, elle leva la main point et ne dit rien. « Demain, tu vas me dire la vérité. Toute. Ou tu sors d'ici. Et tu ne reviens plus jamais. » Il baissa les yeux. Pour la première fois, vraiment, il sembla avoir peur. Et dans la chambre, seul avec son ventre qui bougeait, Ndé comprit que l'amour qu'elle portait n'avait plus besoin de lui pour exister. Le lendemain matin, le soleil était haut, mais il n'y avait aucune lumière dans l'appartement. Malik était encore là. Il avait dormi sur le canapé, prétendant respecter l'espace de Ndé. Mais elle n'avait pas dormi du tout. Elle avait passé la nuit à fixer le plafond, le ventre noué, le cœur cabossé, le regard sec, trop de larmes avaient coulé ces derniers mois. À 7 heures,
Elle se leva. Elle se planta devant lui. Assieds-toi, Malik. Et parle. Il s'exécuta, les yeux baissés. Un air de petit garçon pris en faute, mais Ende n'était plus l'institutrice douce. Elle était une femme à bout, enceinte et furieuse. Il bredouilla. Oui, Inès. Oui, je l'aimais. Mais toi aussi. C'était compliqué. Llevou-la igrer. Je pensais pouvoir tout maintenir. Elle voulait un enfant, toi aussi. J'avais peur de tout perdre. Je me suis perdue. Mais je vous aime toutes les deux. Je suis désolée. Yeah. Arrête. Sa voix claqua comme un fouet. Tu n'aimes personne. Tu t'aimes toi. Tu voulais 2 femmes, 2 vies, 2 bébés, et 0 conséquence. Tu as fait de moi une idiote, une marionnette. Et tu sais quoi? Je t'ai laissé faire. Mais c'est fini. Ce poison que tu m'as versé dans le cœur, je l'ai recraché cette nuit. Elle ouvrit la porte. L'air chaud de Dakar s'engouffra dans le salon. Il se leva, tenta de la prendre dans ses bras. Ende, on peut réparer, on peut. Elle le repoussa. Soz. Avant que je t'efface de ma vie pour toujours. Tu n'élèveras pas cet enfant dans le mensonge. Moi, si. Il resta là, bouche ouverte, puis recula. Il comprit. Et cette fois, il sortit vraiment. Sans un mot. Sans retour en arrière. Les jours suivants furent un cauchemar doux et lent. Ndé pleura. Chaque nuit. Chaque matin. Elle parla seule, à voix haute. Elle serra son ventre, se demanda si ce bébé sentirait l'abandon. Elle pensa à avorter. Vraiment. Elle prit même rendez-vous dans une clinique. Mais en s'asseyant dans la salle d'attente, entourée d'odeurs d'alcool médical et de murmures anxieux, elle sentit un mouvement. Son enfant. Un petit coup. Une pulsation de vie.et elle comprit. Elle ne le porterait pas pour Malik. Ni contre lui. Elle le porterait pour elle. Elle se leva. Elle partit sans rien dire. Les mois suivants, Ende redevint une île. Famille. Dur. Mais debout. Elle refusa tout contact avec Malik. Elle ne répondit pas aux lettres. Ni aux appels. Ni aux messages. Elle reprit l'école, le ventre rond sous ses boubous, le regard droit. Ses collègues chuchotaient. Sa mère priait en silence. Ses élèves la touchaient avec une curiosité tendre. Elle tenait bon. Mais chaque soir, seule dans son lit, elle parlait au bébé. Je ne sais pas si je serai une bonne mère. Mais je ne te mentirai jamais. Je ne te trahirai jamais. Et je ne te ferai jamais passer après quelqu'un qui ne te mérite pas. Elle croyait que c'était fini. Mais un matin de marché, alors qu'elle achetait des mangues, elle croisa Inès. Seule. Le ventre plat. Les yeux rougis. Elle tremblait. Inès. Et la Française fondit en larmes. J'ai perdu le bébé. Sa voix n'était qu'un souffle. Ende sentit le sol se dérober sous elle. Comment? Stress. Hypertension. Malik. Les mensonges. Je suis rentrée à Paris. J'ai fait une fausse couche il y a 2 semaines. Je ne savais pas à qui en parler. Elles restèrent là. 2 femmes brisées par le même homme. 2 solitude face à face. Et dans le silence de cette rencontre inattendue, un pacte naquit. Pas un pacte d'amour. Ni même d'amitié. Mais un pacte de vérité. Derikenstraxten. De Sourbier. Et dans le regard d'Inès, Ende vit ce qu'elle aurait pu devenir si elle n'avait pas eu la force de le chasser. Le jour où elle accoucha, Dakar était en liesse. Une victoire des Lions en Coupe d'Afrique avait déclenché des klaxons, des danses et des chants jusque dans les couloirs de l'hôpital Le Dantec. Mais Ende, elle était ailleurs. Dans cette salle blanche, entre douleur et cris, entre sueur et larmes, elle donna naissance à un garçon. Son fils. Un petit être aux doigts froissés, à la peau tiède comme le sable chaud. Elle l'appela Samba. Comme son père à elle. Pas comme Malik. Pendant les premières semaines, elle vécut en apnée. Allaitement, fatigue, couche, nuit morcelée. Mais au milieu du chaos, il y avait la paix. Une paix fragile, oui mais réelle. Samba dormait souvent contre son cœur. Il reconnaissait déjà sa voix. Il tétait avec une confiance absolue, animale. Et elle reconstruisait. L'entertainment. Puis, un matin de février, alors que le muezzin appelait à la prière et que Samba dormait dans son couffin, son téléphone vibra. Un numéro inconnu. +33. France. Elle hésita, répondit. Madame Diop? Ici Maître Aubry, notaire à Caen. Je suis désolée de vous appeler ainsi. C'est au sujet de monsieur Malik Kane. Son cœur rata un battement. Il est mort. Il y a 5 jours. Accident de voiture,
dans le Calvados. Pluie-virage, impact. Instantané, selon les pompiers. Ende s'assit lentement, le regard fixe. Elle ne ressentit rien. Pas tout de suite. Juste un silence long et lourd point, y elle a laissé une lettre. À vous. Et une disposition testamentaire. Une part de son héritage est léguée à votre fils, Samba Kane. Vous êtes sa mère et tutrice légale. Nous avons besoin de votre décision. Envoyez la lettre, répondit-elle, mécaniquement. La lettre arriva 2 semaines plus tard. Une enveloppe blanche, fine, manuscrite. Elle la tint longtemps sans l'ouvrir. Puis, un soir où Samba dormait contre elle, elle cessa de résister. Day. Astérisque si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Ce n'est pas une façon de m'excuser. Je ne peux pas. Pas vraiment. Mais je veux essayer de dire la vérité, une dernière fois. Je t'ai aimé. Mal. Lodgement. Et égoïstement. J'ai eu peur de te perdre, peur de la solitude, peur de moi-même. Alors j'ai triché. J'ai menti. À toi. À Inès. À moi. Samba ne méritera jamais de porter ma faute. C'est pourquoi je veux qu'il ait cette part de moi. Pas l'amour que je n'ai pas su lui donner. Mais au moins, de quoi vivre mieux. Je sais que tu me détestes. Tu as raison. Mais sache que dans mes derniers jours, c'est à toi que j'ai pensé. Pardon. Malik. Asterisk. Elle relut. 3 fois. Puis elle prit une inspiration. Elle sortit une boîte d'allumettes. Et elle brûla la lettre. Page après page. Mot après mot. Elle observa les cendres s'envoler. Puis elle déclara, à voix basse. Tu ne rachèteras pas ce que tu as brisé. Pas avec ton héritage. Pas avec ta mort. Samba ne sera pas élevé par le fantôme d'un homme qui a fui de son vivant point le lendemain. Elle rappela le notaire. Merci. Mais nous n'acceptons rien. Rien du tout. Vous êtes sûre, madame? C'est une somme importante. Légalement, elle revient à votre fils. Je suis sûre. Qu'il repose en paix. Mais loin de nous. Elle raccrocha. Et dans la pièce, Samba ouvrit les yeux. Il gazouilla. Il chercha le sein, la chaleur, l'odeur. Il ne savait rien de Malik. Et c'était mieux ainsi. Ende le serra contre elle. Tu es né du chaos, mon fils. Mais tu n'en hériteras pas. L'entainment. Il fallut du temps. Des années. Pas des mois. Pas des saisons. Des années entières pour que les plaies cessent de saigner. Mais elles ne disparurent jamais vraiment. Elles changèrent simplement de couleur. De forme. Elles devinrent des cicatrices. Ende éleva la mine. Oui, elle avait changé d'avis sur le prénom. Samba était trop chargé d'ombre, de souvenirs. La mine Diop. Son nom à elle. Sa fierté. Pas un héritage d'homme. Juste un prolongement d'elle-même. La mine grandit entre les murs modestes d'un appartement à Wakam, entouré de livres, de silences apaisants, de regards tendres. Il n'avait pas de père, mais il ne manquait de rien. À chaque question difficile, où est mon papa? Pourquoi je n'en ai pas? Ende répondait avec lucidité. Ton papa était un homme libre. Il a aimé, il a voyagé. Il s'est perdu, un jour. Et il est parti pour toujours. Il ne t'a pas vu grandir. Mais il t'a laissé un visage. Une histoire. Et moi, je suis là. Et je ne pars pas. Jamais de haine dans sa voix. Seulement de la vérité calme. Et la mine, curieusement, ne posa jamais trop de questions. Il semblait comprendre que certaines réponses ne guérissent rien. Qu'elles creusent parfois plus de vide qu'elles n'apportent de lumière. Ende, elle, reprit sa vie. Elle ne chercha pas d'homme. Pas tout de suite, pas pour combler un vide. Pas pour offrir un père à son fils. Elle apprit d'abord à être seule sans se sentir abandonnée. Elle reprit ses études à distance, les soirs. Elle termina une licence en lettres modernes. Puis un master en sciences de l'éducation. Elle devint directrice adjointe de son école. Le matin, elle marchait encore dans les rues de Dakar, comme autrefois. Mais elle ne cherchait plus de regard au coin des carrefours. Elle cherchait juste le ciel. Ou le vent. Ou la paix. Parfois, des souvenirs revenaient. Un rire dans un taxi. Une odeur de cuir. Un appareil photo sur l'épaule d'un inconnu. Et une tristesse douce l'envahissait. Pas violente. Juste, présente. Mais elle avait appris à ne plus la fuir. Elle la laissait venir. Elle la laissait passer. Et le soir, quand la mine dormait, parfois, elle écrivait. Des lettres qu'elle ne postait pas. À Malik. À Inès. À elle-même, à 28 ans,
le cœur naïf, vendant ses bijoux pour un homme qui regardait déjà ailleurs. Elle ne brûlait plus les lettres. Elle les glissait dans une boîte. Comme des balises. Pour ne jamais oublier où elle avait failli se perdre. Un jour, en rentrant de l'école, Lamine, 9 ans maintenant, lunettes sur le nez, regard intelligent, s'arrêta devant elle. « Maman ? Oui, mon cœur. Un jour, je pourrais voir une photo de lui ? » Elle hésita. Puis hocha la tête. « Oui. Mais pas aujourd'hui. Quand tu seras prêt à la regarder pour comprendre, et pas pour juger. » Il acquiesca. Et dans ce regard-là, dans cette acceptation sans impatience, Ndé vit qu'elle avait réussi. Pas à oublier. Mais à transmettre sans blesser. Elle sourit. Pour de vrai. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se demanda, et si un jour, elle pouvait aimer à nouveau ? Pas par besoin. Mais par envie. Par choix. Peut-être. Mais pour l'instant, elle avait Lamine. Elle avait elle-même. Et c'était suffisant. La lumière dorée du soir baignait la plage de Yoff dans un éclat irréel. Le vent soufflait doucement, soulevant le sable par petites rafales. Les enfants couraient, riaient, sautaient entre les vagues. Et au milieu d'eux, Lamine. 11 ans. Les jambes fines, le sourire large, une énergie qui semblait inépuisable. Ndé l'observait depuis une natte posée sur le sable. Elle ne disait rien. Elle ne lisait pas, elle ne corrigeait pas de copie. Elle regardait simplement vivre. Et c'était peut-être ça, maintenant, sa victoire. Autour d'elle, les vendeurs d'arachides passaient, les musiques des transistors sifflaient faiblement, et le parfum de la mer collait à la peau. C'était une fin d'après-midi comme tant d'autres à Dakar. Mais pour elle, c'était une fin. Et aussi un commencement. Elle pensa à ce qu'elle avait traversé. À Malik. À ses lettres. À Inès. À la peur, à la colère, à la trahison. À la solitude. Mais ce soir-là, aucune de ces images ne la faisait trembler. Elles existaient encore, bien sûr. Mais elles étaient devenues des pierres lissées par le temps. Présentes. Solides. Mais plus coupantes. Elle songea aussi à tout ce qu'elle avait gagné. La dignité. La paix. Un enfant rieur qui portait son nom. Et surtout, une version d'elle-même qu'elle point n'aurait jamais connue sans la douleur. Plus forte. Plus vraie. Lamine courut vers elle, les pieds pleins de sable, les cheveux en bataille. « Maman, regarde ce que j'ai trouvé. » Il lui montra un coquillage creux, nacré, en forme de spirale. Elle le prit dans ses mains. Elle sourit. « Tu sais ce qu'on dit ? Que si tu mets ce coquillage à ton oreille, tu entends la mer. Mais aussi tous les souvenirs qu'on a laissés derrière. Tu crois que je pourrais entendre papa dedans ? » Elle ne sursauta pas. Elle ne fuyait plus ce nom. Elle approcha le coquillage de son oreille. Puis elle dit, doucement. « Non, mon cœur. Pas lui. Mais peut-être que tu entendras toi. Ce que tu es devenu, sans lui. Et ce que tu deviendras encore. » Lamine hocha la tête. Il comprenait plus qu'il ne disait. Il se remit à courir. Et elle le suivit du regard, longtemps. Puis elle regarda le soleil plonger dans l'océan. Le ciel passait à l'orange, puis au violet. Et dans cet instant suspendu, elle ferma les yeux. Pas pour fuir. Pas pour rêver. Juste pour ressentir. Pour être là. Entièrement. Et un sourire naquit sur ses lèvres. Un vrai. Un qui n'attendait plus rien de personne. Pas parce que la douleur avait disparu. Mais parce qu'elle avait cessé de lui dicter sa vie. Dans ce silence doré, sur cette plage familière, Ndé Diop comprit que, peut-être, elle avait gagné.